Voilà, on continue donc notre cours concernant la biochimie structurale et aujourd'hui donc on va aborder un chapitre très important, celui des protéines. Voilà, donc avant de parler des protéines, on va parler aussi des acides aminés et des peptides. Donc voici le plan que je vous propose pour ce cours. D'abord une introduction. Ensuite, on parlera des acides aminés, leur structure, leurs propriétés physico-chimiques. Dans un deuxième temps, on passera donc aux peptides et on insistera donc sur les liaisons peptidiques et la détermination de la structure. Avant donc d'aborder les protéines, leurs fonctions, leur structure et les propriétés physico-chimiques donc de ces protéines, avant donc de terminer par une conclusion. Alors ce cours, comme je viens de le dire, sera consacré à l'exploration des structures et des propriétés physico-chimiques d'éléments fondamentaux de la vie que sont les protéines, les peptides et les acides aminés. Ces molécules, donc, ils vont jouer des rôles cruciaux dans le maintien de la vie et l'expression des caractéristiques spécifiques à chaque organisme. Donc, quand on va parler des protéines, il faut toujours avoir dans l'esprit leur relation avec le génome des organismes vivants. Et les protéines ont des fonctions variées. On va les trouver dans les phénomènes de transport. Pensez ici à la protéine séromalbumine qui va transporter donc les acides gras au niveau donc du sang. La régulation. Ici, pensez aux hormones peptidiques qui vont donc jouer un rôle primordial dans les régulations des réactions biochimiques dans notre organisme. La défense immunitaire, et là je vous envoie vers les anticorps et la structure donc glycoprotéique. Et la catalyse, donc, qui dit catalyse, donc, parlait forcément donc des enzymes, et les enzymes ont des structures donc protéiques. Et pour comprendre donc la diversité et le fonctionnement des protéines, il est impératif, il est très important d'explorer en profondeur la structure tridimensionnelle donc de ces molécules complexes et les forces qui les stabilisent. Les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les constituants de base des protéines. Ce sont les briques élémentaires qui donnent une variété structurelle aux protéines. Donc comprendre leurs propriétés physico-chimiques individuelles est essentiel pour maîtriser la manière dont les protéines vont réagir pour former donc des structures fonctionnelles. Les peptides, ces molécules sont souvent négligées mais tout aussi essentielles que les acides aminés. Ils vont servir donc de maillons dans la construction des protéines et vont jouer un rôle crucial dans la transmission des signaux cellulaires. Leur structure linéaire, bien que plus simple que celle des protéines, va présenter une richesse d'informations sur la biologie moléculaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va trouver beaucoup d'hormones et beaucoup de messagers chimiques qui vont avoir des structures peptidiques dans les organismes vivants. Et dans ce cours, nous plongerons ensemble dans les détails moléculaires de ces entités biologiques pour comprendre le lien étroit entre structure et fonction. Et le but de notre cours étant de bien cerner le rôle crucial qu'ils jouent dans la vie cellulaire. Donc on va commencer par les acides aminés, ces molécules très simples. Ensuite on passera aux peptides avant donc d'aborder les protéines. Alors commençons par les acides aminés. Et on va donc étudier leur structure. Ce sont les principaux constituants de base des protéines et leur structure générale est la suivante. On a un carbone qui est relié à un H, à une fonction carboxylique COH, à une amine, une fonction aminée, donc NH2, et un radical R qui lui va varier d'un acide aminé à l'autre. Des acides aminés naturels sont des acides alpha-aminés. Quand on dit alpha, c'est par rapport donc au carbone carboxylique ici. Le premier carbone à côté, c'est le carbone alpha. Donc tous les acides aminés naturels seront des acides alpha-aminés. Et pourquoi on va les appeler aminés? Parce qu'ils ont tous une fonction NH2, une fonction amine. Donc ce sont des acides aminés. Et le radical R, comme je l'ai dit tout à l'heure, va distinguer, il va varier d'un acide aminé à l'autre, donc c'est lui qui va distinguer donc l'acide aminé en question.
Et c'est lui qui va donc permettre de classer les acides aminés. Alors, il y aura des acides aminés acides, des acides aminés basiques et des acides aminés neutres. Comme il y aura des acides aminés polaires et des acides aminés apolaires, etc. Donc, suivant le radical R. Voici la structure des 20 acides aminés naturels. Alors, d'abord le plus simple. Voici la colonne donc de gauche va nous donner les acides aminés. Le radical spécifique de l'acide aminé, ici dans la deuxième colonne. La troisième colonne, il va nous donner donc toujours l'acide aminé. Et la dernière colonne va nous donner donc le radical R de l'acide aminé en question. Alors commençons par la première colonne, la glycine. La glycine, le symbole Gly ou G. Et le radical R sera le plus simple, un atome hydrogène, H. Deuxième acide aminé, très simple aussi, l'alanine, qui sera donc représenté par le symbole ALA ou bien A. Le radical R étant le méthyle CH3. La valine, symbole Val ou V, le radical R CH3 deux fois CH. La leucine, le ou L, le radical R CH3 deux fois CH CH2, l'isoleucine ILE ou bien tout simplement I, le radical R CH3 CH2 CH, CH3 deux fois. Donc tout ça, c'est des acides aminés aliphatiques linéaires, donc qui comportent beaucoup de fonctions de radical CH2. Ensuite, il y a la méthionine, meth ou M. Ici, il y a un atome soufre et le radical R, c'est CH3S, CH2, CH2. La cystéine, 6 ou tout simplement C. Radical R, CH2, CH, SH, la fonction donc SH. Ici, très important pour la cystéine. La phénylalanine, symbole PHE ou Phe ou F. Radical, phényl, C6H5. D'où le nom de phénylalanine. Tyrosine, tyr, T, un acide aminé aromatique, toujours un phényl, C6H4OH, avec un OH, un hydroxyle. Le tryptophane, toujours acide aminé donc aromatique, symbole TRP ou W. Le radical c'est C8H6N CH2CH. L'histidine, symbole HIS, IS, comme son nom l'indique, histidine, ou bien tout simplement H, et le radical c'est CH2, C3H3N2. La proline, un acide aminé particulier, Pro, P, et le radical R, c'est CH2CH2, CH2N. La sérine, un acide aminé hydroxydé, représenté par le symbole CR ou tout simplement S, et le radical, c'est CH2OH, CH. La thréonine, toujours un acide aminé hydroxydé, représenté par THR, d'où le nom de thréonine, ou T. Radical CH3, CHOH, CH. L'asparagine, un acide aminé qui a une fonction amine en plus, on le note asparagine ASN, ou tout simplement N, et le radical, comme je viens de le dire, NH2, CONH2, donc beaucoup de fonctions aminées. La glutamine, toujours un acide aminé aminé, qui a des fonctions amines en plus sur le radical R, notez GLN, ou bien tout simplement Q, et le radical R est égal à NH2CO, CH2, CH2, 3 fois. La lysine, toujours un acide aminé basique, notez lys ou K, et le radical, NH2, CH2, 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 donc 4 fois CH2, NH2 de chaque côté.
L'arginine, toujours un acide aminé avec sur le radical R des fonctions aminées, donc ce sont des acides aminés basiques. Symbole ARG ou R et le radical NH2, CH2, 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 NH, C, NH, NH2. L'aspartate ou l'acide aspartique, c'est un acide aminé acide et sur le radical R, on aura une fonction carboxylique CH2COH. Et on termine par le 20e acide aminé, l'acide glutamique, qui est noté GLU ou E, un acide aminé très important dans le métabolisme et qui aura comme radical COH-CH2 deux fois. Voilà donc les 20 acides aminés naturels et je vous ai donné ici en haut une idée sur la structure des acides aminés comme l'histidine ici. Voilà, avec son radical R CH2, C3, il y a 3 carbones ici sur le radical R. Ici, donc COH, CHNH2, donc l'acide aminé ou la structure classique, et puis le radical ici, R qui est CH2, C3, 3 carbones ici, voilà, avec C3, H3, 3 atomes, et 2 atomes d'azote. Ici à droite, la structure de la proline, comme je vous ai dit, un acide aminé particulier, il n'a pas cette structure donc ouverte comme les autres acides aminés, mais ici, on a un cycle ici, formé par 4 carbones, CH, CH2, 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 d'un côté la fonction carboxylique et de l'autre la fonction NH. Voilà. Cette diapositive nous montre donc les 20 acides aminés et leur structure détaillée. Donc je vous laisse contempler un peu ces molécules et leur structure. Donc on retrouve le squelette de base donc de tous ces acides aminés, à savoir le carbone alpha comme on a vu précédemment, la fonction carboxyle, les fonctions NH2, et puis la chaîne latérale qui varie d'un acide aminé à l'autre. À droite, donc on a une sorte de classement donc de ces acides aminés. On a des acides aminés acides, amidés, basiques, soufrés, aromatiques hydroxylés, hydrophiles hydroxylés, aliphatiques, aromatiques hydrophobes. Maintenant qu'on a vu donc les 20 acides aminés avec leur structure donc de base et leur radical R, on va passer à la classification des acides aminés. Alors, parmi les acides aminés, il y aura des acides aminés aliphatiques, une chaîne latérale aliphatique, des acides aminés aromatiques et des acides imino-acides. Alors, des acides aminés aliphatiques, il y aura des acides aminés monocarboxyliques ou monoaminés, hydroxylés et non hydroxylés. Parmi les hydroxylés, on a la sérine et la thréonine. Et parmi les acides aminés aliphatiques non hydroxylés, on a la glycine ou glycocol, alanine, valine, isoleucine et leucine. Ensuite, toujours parmi les acides aminés aliphatiques, il y aura des acides aminés monoaminés et décarboxyliques. Donc deux fonctions carboxyliques. Là, il y aura deux types. Soit des acides aminés aliphatiques acides, et là on a deux représentants, l'acide aspartique et l'acide glutamique, ou bien des acides aminés aliphatiques amides, l'asparagine et la glutamine. Troisième type des acides aminés aliphatiques, les acides aminés dibasiques. Là il y a trois représentants, la lysine, l'arginine et l'histidine. Et enfin, toujours dans la partie acides aminés aliphatiques, on a des acides aminés soufrés, la cystéine et la méthionine. Voilà. Ici, les acides aminés aromatiques, là il y aura trois représentants, la phénylalanine, tryptophane et tyrosine. Et enfin, des iminoacides, qui sont des acides aminés particuliers comme la proline et l'hydroxyproline. Alors ici, je vous ai marqué des astérix, ici en rouge,
sur certains acides aminés, ce sont les acides aminés essentiels pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel pour l'homme? C'est-à-dire que l'homme ne peut pas les synthétiser. Ils doivent absolument provenir de l'alimentation. Et je vous ai mis ici ce symbole qui veut dire des acides aminés pleins. Un bol qui est rempli ici et qui est vide ici. Quand il est plein, ça veut dire que c'est des acides aminés très abondants dans l'organisme. Et quand il est vide, ça veut dire des acides aminés moins abondants comme la cystéine et la méthionine. Voilà, donc je vous laisse un peu regarder un peu ces acides aminés essentiels et les acides aminés plus ou moins abondants. Alors maintenant, on passe aux propriétés physiques des acides aminés. Et on va commencer par la propriété optique. Et là, on va retrouver une propriété qu'on a vue dans les sucres, dans les oses, rappelez-vous, on a parlé de l'isomérie. À part la glycine, les acides aminés existent sous la forme de deux configurations. La configuration D et L. Alors, je vous invite ici à réviser cette notion de configuration D et L sur le cours sur les structures des glucides. Alors, je vous rappelle très rapidement, D, quand il y a un groupement à droite d'un carbone asymétrique, et L quand c'est à gauche. Alors ici, selon le groupe NH2, qui va se trouver soit à droite, soit à gauche dans la projection de Fischer. Regardez ici la présentation en bas. Voilà, on a ici un acide aminé, avec son carbone alpha ici, la fonction NH2, carboxylique, et puis le radical R, avec le carbone alpha ici, et son image ici sur le miroir, toujours ici le carbone alpha. Le NH3 qui était à gauche va se trouver à droite par rapport au carbone alpha, et toujours la fonction carboxylique en haut, et le radical R ici en bas. Donc quand c'est à gauche, c'est une configuration L, et quand c'est à droite, le NH2 est à droite, la fonction aminée à droite, on parlera de la configuration D. Alors ces deux énantiomères, ils sont optiquement actifs. Chaque isomère est d'extrugir ou livogir. Suivant que le plan de polarisation de la lumière est dévié à droite ou à gauche. Donc cette notion de déviation de la lumière polarisée, on l'a vu aussi dans le cours sur la structure des glucides. Donc je vous envoie à réviser un peu cette notion. Et quand le plan de polarisation est dévié à gauche, on parlera de composés livogir. Quand c'est dévié à droite, on parlera de composés d'extrugir. Mais ici, une remarque très importante, la quasi-totalité des acides aminés qui se trouvent dans les protéines sont de configuration L. C'est-à-dire, ils ont leur NH2 à gauche par rapport au carbone alpha. Toujours dans les propriétés physiques des acides aminés, on passera à une autre propriété, la solubilité. La plupart des acides aminés sont solubles dans l'eau et les solvants polaires comme les alcools par exemple. Mais ils sont moins solubles dans les solvants apolaires. Cette solubilité va dépendre des propriétés de la chaîne latérale. En effet, la solubilité va diminuer avec le nombre d'atomes de carbone du radical R. Mais inversement, cette solubilité va augmenter si le radical R est porteur de fonctions polaires, comme une fonction aminée par exemple, une fonction carboxylique, ou bien hydrophile, comme la fonction hydroxylique OH. L'absorption de la lumière, les acides aminés sont incolores, et les acides aminés aromatiques tryptophane, tyrosine, phénylalanine, ils vont absorber la lumière entre 260 et 280 nanomètres. L'ionisation, une autre propriété donc des acides aminés, chaque molécule d'acide aminé va contenir un carboxyle acide et un groupement aminé basique. Ça, c'est la structure de base. Ça, on le sait. Une fonction, tout acide aminé contient donc deux fonctions, une acide carboxylique et une basique, la fonction aminée. Alors, en solution,
Ces deux groupements existent sous deux formes. L'une chargée et l'autre neutre, donc non chargée. Pour le carboxyle, quand l'acide aminé est en solution, il est soit sous la forme RCOH, donc la fonction carboxylique ne porte pas de charge, soit, suivant le milieu, il va être chargé. Par exemple, ici, quand le carboxyle perd un proton, la fonction carboxylique va se charger négativement. Et pour le groupement aminé, la même chose. Toujours deux formes possibles en solution. Suivant le milieu, l'acidité du milieu, on aura la fonction NH2 libre, non chargée, quand le milieu donc est basique, c'est-à-dire que la fonction va fournir un H+ au milieu, ou bien c'est la fonction NH2 devient NH3+, il va gagner un proton du milieu quand le milieu est acide. Rappelons ainsi que cette double forme donc des acides aminés, on va les appeler des acides aminés amphotères. C'est-à-dire, ils vont se retrouver sous deux formes possibles, chargées et non chargées. L'ionisation des acides aminés, comme je l'ai dit tout à l'heure, va varier en fonction du pH du milieu. Et les acides aminés peuvent exister en solution aqueuse sous trois formes possibles. Voilà. Soit le milieu est acide et l'acide aminé va se retrouver sous cette forme, chargé positivement sur la fonction aminée et pas de charge sur la fonction carboxylique. D'accord? Soit l'acide aminé va se trouver sous la forme chargée sur les deux fonctions, à la fois carboxylique négative et NH2 positivement, et on parlera à ce moment-là d'un zwitterion, ou bien le milieu est basique, et là, les fonctions à la fois COH et la fonction NH2 vont libérer des protons, donc H+ au milieu, ils vont se retrouver sous la forme NH2 pour la fonction amine et charger négativement pour la fonction carboxylique. Donc retenez bien, zwitterion chargé sur les deux fonctions aminées et carboxyliques. Quand le milieu est acide, c'est seulement la fonction NH2 qui va capter un proton et se charger positivement. Et quand le milieu est basique, au contraire, les deux fonctions vont fournir des protons au milieu. Ils vont se retrouver sous la forme non chargée pour la fonction aminée et chargée négativement pour la fonction carboxylique. Alors ici, on va parler d'un point très important, le point isoélectrique. Qu'est-ce que c'est que le point isoélectrique? C'est le pH pour lequel la charge de l'ion dipolaire est nulle. Le point isoionique est le pH pour lequel le nombre de protons libérés par les groupements acides est égal au nombre de protons captés par les groupements basiques. Ces deux points sont confondus quand l'ion dipolaire n'échange que des protons. Voilà, donc retenez bien, deux notions ici, le point isoélectrique, d'accord, quand il n'y a pas de charge sur l'acide aminé, et le point isoionique, quand justement l'échange de protons est égal entre les deux fonctions à la fois acide et basique. Continuons toujours avec les propriétés physiques, donc des acides aminés, mais avant, je voudrais vous rappeler quelques notions, et notamment la notion d'équilibre des réactions chimiques. Comme vous le savez, les acides et les bases sont des substances qui libèrent des ions lorsqu'ils sont en solution aqueuse. Ce sont donc des électrolytes. Prenons quelques exemples. Et commençons par les acides forts. Les acides forts, quand ils sont en solution, ils vont complètement se dissocier pour donner des ions. La réaction est irréversible, donc la réaction est totale. Prenons le cas de HCl, l'acide chlorhydrique, HCl, quand il est en solution, donc plus H2O ici, suivez-moi ici dans cette réaction, HCl plus H2O, il va complètement donner d'une manière irréversible des protons H+,
qui seront associés à des molécules d'eau, donc qui seront sous forme de H3 ou plus, et des ions Cl-. Donc ici, 100% des molécules des acides, HCl, vont se dissocier et forment des ions H+, et Cl-. C'est pour ça qu'on parle d'acide fort quand on parle de HCl. Donc la réaction est totale et irréversible. Par contre, si on prend l'exemple des acides faibles, ils ne vont pas se dissocier complètement en solution. Donc seules quelques molécules vont le faire. Prenons l'exemple d'un acide faible, par exemple l'acide fluorhydrique, HF. Comme tout à l'heure, quand il est en solution, il va se dissocier, quelques molécules vont se dissocier en H+, et F-, mais la réaction n'est pas totale. Dans ce cas, on parle d'équilibre. La réaction va atteindre un équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, quand il y a formation donc en solution des H+, plus F-, à la même vitesse, on aura reformation, un retour en arrière vers la formation de l'acide. Voilà. Donc la solution va toujours contenir à la fois des molécules d'acide et des ions en solution H+, et F-. C'est pour ça qu'on marque ici une double flèche. Alors que dans le cas d'un acide fort, quand la réaction était irréversible et totale, on ne faisait qu'une seule flèche vers la droite. Il s'agit donc d'une réaction incomplète et réversible, qui est à l'équilibre. Donc on parle d'acide ici faible. Et effectivement, l'acide fluorhydrique est un acide faible, qui n'est jamais totalement dissocié quand il est en solution. Alors, à l'équilibre, les molécules de l'acide faible vont se dissocier à la même vitesse que les ions formés se recombinent pour reformer les molécules de l'acide. Ça, on l'a vu précédemment. Donc, on peut généraliser cette notion d'équilibre. Prenons un acide quelconque, HA, puisque c'est un fournisseur donc, de protons, A comme acide et H. Quand il est en solution, il va donner, donc, se dissocier en H+, plus A-. Et comme on est en milieu aqueux, la concentration donc, de l'eau ne varie pas, donc on ne va pas la mettre en évidence ici, et on va se contenter d'écrire HA donne H+, plus A-. Et puisqu'on est dans l'état d'un acide faible, puisque ici, donc, la constante, on peut parler de constante d'équilibre. D'accord? C'est comme tout à l'heure avec l'acide fluorhydrique. La constante d'équilibre associée à l'ionisation d'un acide est confondue ici avec la constante d'acidité, quand il y a équilibre. Alors, comment est exprimée cette constante d'acidité? C'est le produit donc, des protons, ici H+, plus A-, donc des produits de la réaction, que divise la concentration des substrats, c'est-à-dire de l'acide AH. Voilà donc l'expression de la constante d'acidité. Donc vous remarquez que la concentration de l'eau n'apparaît pas puisque le nez, toutes les réactions biochimiques en général se passent en phase liquide. Alors qu'est-ce que vraiment signifie cette constante d'acidité? Eh bien, il permet de définir la force des acides. Plus la constante est petite, plus l'acide est faible. Voyons ça sur cette formule. Quand l'acide, ici, donne difficilement des ions H+, et H-, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un acide faible. Donc, il se dissocie au milieu très difficilement. Il forme difficilement les ions. Donc, c'est un acide faible. S'il ne se dissocie pas, ou s'il se dissocie donc d'une manière difficile, ça veut dire que la concentration de AH reste grande. Donc, quand le dénominateur, ici, dans le cas, est grand, ça veut dire que le rapport est petit. Donc, pour un acide faible, la constante d'acidité est faible, est petite. Au contraire,
pour un acide fort, qui se dissocie facilement donc, en milieu liquide, donc il fournit beaucoup de H+, donc ici le numérateur donc, sera très grand, alors que le AH va de plus en plus être faible. Donc le rapport va être grand. Donc plus le rapport est grand, et plus l'acide est fort. Et plus le rapport est petit, et plus l'acide est faible. Donc retenez bien, constante d'acidité va nous renseigner sur la force des acides. Est-ce qu'il va fournir facilement des H+, donc sera de plus en plus fort, ou bien au contraire, quand la constante est faible, ça veut dire que notre acide va fournir difficilement des H+, et sera un acide faible. Passons maintenant à la notion de pH et de pKa. Et commençons par le cas de l'eau pure. Cas de H2O, comme vous le savez, l'ionisation de l'eau est associée à la réaction suivante. L'eau, quand il y a deux molécules qui se rencontrent, il y a automatiquement une ionisation d'une manière réversible, comme ce qu'on a vu avant, et formation des ions H3O+, plus OH-. Donc je note H3O+, donc cet ion exonium, ce n'est que du proton H+, associé à une molécule d'eau, puisqu'on est dans un milieu aqueux, plus OH-, qui est l'ion hydroxyde. Donc on peut simplifier, on peut éliminer l'eau des deux côtés ici, et on peut noter l'ionisation de l'eau d'une manière très simple. H2O donne H+, plus OH-. Et notons que cette réaction est réversible. D'accord? Notons aussi que l'eau joue ici le rôle à la fois d'acide, puisqu'il fournit ici des H+, et basique, puisqu'il fournit des OH-. D'accord? Mais comment on peut atteindre l'équilibre? C'est une réaction réversible. La constante d'ionisation de l'eau, Ke, qui est la constante d'équilibre, comme ce qu'on a fait avec les acides faibles, puisque l'eau aussi, c'est un mauvais conducteur d'électricité, puisqu'il fournit difficilement donc, les protons H+, et OH-, puisque l'eau pure, donc seules deux molécules sur 1 milliard qui va pouvoir se dissocier pour donner H+, sur OH-. Et cette constante d'ionisation, elle est égale au produit, donc comme tout à l'heure, ce qu'on a fait, le produit de H- que multiplie H3O+, ou bien le produit de OH- que multiplie la concentration de H+. Voilà. Et pour l'eau pure, toujours dans les conditions normales de pression et de température, parce que vous savez que cette constante d'équilibre va varier avec la température, et quand on est à 25 degrés, Ke, la constante donc d'ionisation, la constante d'équilibre de l'eau pure, est égale au produit de H+, que multiplie OH-. Voilà. Normalement sur le produit, mais comme le produit c'est aussi de l'eau, donc on ne va pas le noter. Donc on va se contenter Ke est égal à H+ que multiplie OH-, et il est égal à 10-14. Avec, bien sûr, la concentration de H+ est égale à la concentration de OH- est égale à 10-7. Et on définit le pKe comme étant le moins log de Ke, il est égal à 14, puisque le Ke est égal à 10-14. Et de la même manière, puisque H+, ici, la concentration est 10-7, voilà, pardon, 10-7, donc le pH est égal à moins log de concentration de H+, est égal à 7. Donc pour l'eau pure, la solution est neutre. Le pH est égal à 7. Et plus la solution devient acide, donc on va apporter des H+, plus le pH va diminuer, puisqu'on est dans moins log de concentration de H+. Donc plus on augmente les H+, et plus le moins de log va diminuer, donc le pH sera inférieur à 7. Et au contraire, plus on va apporter donc de OH-, et plus les H+, eux, vont diminuer, et moins log de H+, va augmenter, c'est-à-dire on aura des pH
supérieur à 7, et on parlera, la solution sera basique dans ce cas. Toujours dans les notions de pH et de pKa, et prenons le cas d'un acide faible. Comme vous le savez, un acide est un composé capable de céder un proton. Et une base, c'est un composé capable de capter un proton. En cas d'acide faible, ça on l'a vu précédemment, AH donne réversiblement A- plus H+. Donc le Ka, la constante d'acidité, est égal à A- Q multiplié H+, sur AH, donc les produits sur les substrats. Quand on arrive à la demi-dissociation de cet acide, c'est-à-dire quand A- est égal à la concentration de l'acide, de AH, c'est-à-dire la moitié des AH des acides ont donné des A-. Alors, comment va s'exprimer la constante d'acidité dans ce cas? Donc on prend cette formule et on remplace ici A- par AH. Donc la constante d'acidité à demi-dissociation ou demi-salification, c'est la même chose, est égale à la concentration de AH Q multiplie la concentration de H+, sur AH. Quand on simplifie par AH, la constante d'acidité à demi-dissociation serait égale à H+. Mais comme le pH est égal à moins log de H+, donc pour un acide faible, à demi-salification, le pH égale pKa. D'accord? Puisque ici, le K, c'est H+. Donc pKa est égal à pH. Mais hors de cette zone de demi-salification, on garde cette formule. Le K est égal à A- sur AH, et log de K, dans ce cas-là, est égal à log de H+, plus log de A- sur AH, puisqu'on a ici un produit. Quand on passe à log, il faut faire une somme ici. Donc log de H+, ici, plus log de ce rapport ici, log de A- sur AH. D'où on obtient pH égale pKa plus log de A- sur AH. Donc retenez bien, pour un acide faible, à demi-dissociation, le pH c'est le pKa, mais hors de cette zone, le pH c'est pKa plus log de A- sur AH. Revenons aux acides aminés et rappelez-vous ce qu'on a vu sur les diapositives précédentes. Quand on met un acide aminé dans un milieu, sa charge va dépendre du milieu. Quand on est dans des milieux acides, la fonction NH2 va se charger en protons et devient NH3+, et la fonction carboxylique sera aussi sous la forme COOH, puisqu'elle va gagner donc un proton aussi. Quand on va vers des pH plus basiques, cet acide aminé va se dissocier pour donner un proton au milieu. Donc, le COH, c'est le premier qui va fournir, donc c'est l'acide, il va fournir donc un proton au milieu, qui maintenant devient de plus en plus basique, et la réaction, ou bien l'acide aminé, la molécule d'acide aminé, va se charger d'un côté NH3+, et de l'autre CO-, puisque le carboxyle a perdu un H+. Si le milieu devient encore plus basique, cette molécule chargée plus et moins, le zwitterion qu'on a appelé précédemment, va pouvoir fournir aussi un proton au milieu, et la fonction NH3+, devient NH2. Donc d'un côté CO-, et de l'autre NH2. Donc la molécule ici chargée négativement dans le milieu basique. On va résumer tout ça. L'acide aminé ici chargé plus, on va le noter A+, et plus on va vers les basiques, le milieu de plus en plus basique, on passe par le zwitterion A+-, et quand le zwitterion fournit un H+, la molécule devient négative, on la note A-. Les constantes d'équilibre ici, dans cette partie de la réaction, on va la noter K1,
Et dans la partie de droite, on va la noter K2. Et comme tout à l'heure, quand on parlait des acides faibles, donc quand on atteint l'équilibre, K1, c'est le produit, donc ici, des produits sur le substrat. Donc produit de A plus moins que multiplié H plus, ici, sur le A plus. De la même manière, K2, c'est le produit donc, de ces deux quantités, A moins que multiplié H plus, sur le A plus moins. Reprenons donc le K1 et le K2, et voilà. Et on passe à leur produit. Leur produit, puisque ici il y a H+, et ici il y a H+, donc K1 que multiplie K2 est égal à A plus moins que multiplie A moins. Et ici, H+ au carré. D'accord? Mais comme il y a H+ ici, A plus moins ici et A plus moins ici, on peut l'éliminer. Et finalement, K1 que multiplie K2 est égal à H+ au carré que multiplie A moins sur A+. Donc voilà ici. Et dans le cas particulier, c'est-à-dire la molécule, la concentration des A- est égale à la concentration d'A+, c'est-à-dire qu'on est au pH isoélectrique, alors K1 que multiplie K2, ce produit devient H+ au carré, puisque ici, ceci est égal à 1. Et dans ce cas-là, quand on va passer au P de K1 que multiplie K2, c'est-à-dire le pHI, est égal à 1 demi de PK1 plus PK2. D'accord? D'où l'importance de l'ionisation. Effectivement, les acides aminés sont des ampholites qui, en fonction du pH environnant, vont se comporter soit comme des acides faibles, donneurs de protons, et les réactions sont réversibles, soit comme des bases faibles, accepteurs de protons. Leur charge sera donc en fonction du pH du milieu. Et pour doser un acide aminé, il est donc possible de doser soit la fonction carboxyle, soit la fonction amine. Voyons un exemple précis. Et prenons l'exemple de l'ionisation de la glycine en fonction du pH. Quand on met cette molécule, cet acide aminé, glycine, dans un milieu acide, il sera chargé positivement, puisque les deux fonctions CO- et NH2 vont capter des protons. Et plus on va vers des milieux acides, plus l'acide aminé, la glycine, va fournir des H+ dans le milieu, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand elle est ici sous la forme NH3+, chargée positivement, c'est la forme A+. Et quand elle va fournir des H+, on passe, le carboxyle va se charger négativement, donc il perd son proton, et on passe au zwitterion. Et plus on va vers le basique, le milieu de plus en plus basique, plus on va fournir de H+ au milieu, et les deux fonctions ici vont perdre donc les H+, et la molécule va se charger négativement à moins. Donc toujours comme tout à l'heure, le K1 ici, dans la première partie, et la constante K2 pour la constante du deuxième équilibre ici. Et si on fait le dosage donc, de ces formes A+, A+- et A- en fonction du pH du milieu, on remarque que d'abord on a la forme A+, ici, de départ, on est dans un milieu acide, les pH sont très faibles, voisins de 0, donc c'est la forme, ici en bleu, c'est le A+, donc le A+, sera le plus présent dans le milieu, puisque le milieu est acide. Et plus on va vers les basiques, plus le A+ va diminuer, puisque les A+ vont se transformer en zwitterion. Donc ici, plus on va vers le basique, plus le A+ va diminuer, et au contraire, la forme A+- du zwitterion va augmenter. Donc ceci va continuer, on va vers les basiques, et à la fin, dans des milieux
très basique, c'est la forme A- qui l'emporte. Et effectivement, dans les basiques, on voit que cette forme A- devient de plus en plus importante, alors qu'au contraire, la forme zwitterion ici, A plus moins, va diminuer elle. Puisque c'est le zwitterion qui va donner cette formule A-. Donc, retenez bien, suivant le milieu, l'acide aminé va se charger positivement ou passer par sa forme double charge, plus et moins, c'est-à-dire zwitterion, ou bien dans le milieu, quand il devient basique, il va se charger négativement, il devient A-. Donc cette zone dans laquelle il y a formation du zwitterion est appelée zone isoélectrique. Passons à d'autres propriétés chimiques des acides aminés. On parle maintenant des propriétés liées au carboxyle, c'est-à-dire la fonction COH. D'accord? Donc l'acide aminé sera donc représenté par RCOOH, ici. Première propriété liée au carboxyle, l'estérification. Qu'est-ce que c'est que l'estérification? C'est la réaction acide plus base. Pardon? Donc acide plus base donne ester plus eau. Ça, c'est une réaction classique que vous avez vue en chimie. C'est pourquoi on parle d'estérification, formation d'ester. Alors, comme les acides aminés sont des acides, il suffit de les mettre donc avec un composé qui a une fonction hydroxylique, par exemple un alcool, et on va former notre ester RCOOR' plus H2O. Voici la réaction donc spécifique d'estérification liée au carboxyle. Deuxième propriété, l'amidification. Qu'est-ce que c'est que l'amidification? C'est une réaction qui va se passer entre une amine, voilà, et puis notre acide aminé pour donner un amide. C'est quoi la fonction amide? C'est la fonction CONH. Retenez-la bien. Donc, un acide aminé, RCOH, plus une amine, RNH2, va donner un amide, c'est-à-dire un composé qui a une fonction CONH et plus de l'eau pour justement équilibrer les réactions chimiques ici. Donc, première propriété, estérification. Deuxième propriété liée au carboxyle, l'amidification. Toujours dans les propriétés liées au carboxyle, troisième propriété, la formation de sels. En effet, en présence d'hydroxyde alcalin, tels que NaOH, la soude, ou KOH, la potasse, les acides aminés vont former des sels. Acide aminé, fonction carboxylique, qui va se lier à la fonction hydroxyle de la soude, représentée ici encadrée en rouge. On va former l'eau ici d'un côté, et de l'autre côté, on a notre sel. RCO au moins Na+ d'un côté, et toujours la fonction NH2 de notre acide aminé. Donc voilà le sel formé par la réaction de l'acide aminé avec la base qui est la soude. Quatrième propriété liée à la fonction carboxylique, la décarboxylation. En effet, c'est évident, quand il y a une fonction carboxylique, on peut la décarboxyler. En effet, ici, on va obtenir un amine, ou une amine, pardon, c'est-à-dire un composé aminé. Voici le départ de notre COH sous forme CO2, l'acide décarboxylique, CO2, voilà, décarboxylique, et puis on obtient, ici c'est notre acide aminé qui va perdre le CO2 pour obtenir l'amine, un composé très simple qui a une fonction aminée ici. Maintenant, on va passer aux réactions liées à la fonction aminée NH2. Et on va commencer par la désamination. Comme tout à l'heure, quand on parlait de la fonction carboxylique, on a dit décarboxylation. Ici, on a
la fonction aminée, on va parler de désamination. On va essayer d'enlever cette fonction NH2. Et en effet, l'acide nitreux AHNO2, il va permettre cette réaction de désamination. Voici notre acide aminé, ici, représenté par la fonction carboxylique ici. D'accord? Et on va rajouter notre acide nitreux, HNO2. Ici, il y a une erreur, il y a un H ici qui manque. L'acide nitreux, ici, c'est HNO2. Et on va obtenir d'un côté notre molécule d'eau. Et de l'autre côté, on va obtenir un acide alcool. Il est à la fois acide et à la fois OH. Et on a enlevé cette fonction NH2 qui va partir sous forme d'azote gazeux, qui va se dégager donc de la réaction. Donc retenez bien, action de l'acide nitreux sur les acides aminés, résultat désamination et obtention d'un composé à la fois acide et alcool, qu'on appelle acide-alcool. Donc cette propriété est utilisée pour doser les acides aminés par la mesure de l'azote dégagé. C'est ce qu'on appelle la méthode de Van Slyke. Voilà. Une autre propriété liée donc à la fonction aminée, la désamination oxydative ou transamination. La transamination est une réaction de transfert du groupement alpha-aminé et la désamination oxydative, il va libérer l'ammoniac libre avec formation du squelette alpha-cétoacide correspondant. Alors, contrairement à tout à l'heure, l'action de l'acide nitreux qui nous a fait dégager donc l'azote et nous a dégradé donc cette fonction NH2, ici, il y aura transfert de cette fonction NH2 d'un acide aminé, par exemple, sur un autre, ou sur un composé alpha-cétonique. Voilà, regardez ici en bas. Alors, dans la désamination oxydative, qui est une réaction enzymatique, qui nécessite la présence d'enzymes, voici notre acide aminé, RCH-COH-NH2, et on va passer de la fonction amine à une fonction cétonique. Remplacement de NH2 par O. Et dans la transamination, on a un acide alpha-cétonique, comme celui qu'on a formé ici, et en présence donc d'un acide aminé, on va fixer NH2 sur cette fonction cétonique et on revient ici à notre acide aminé de départ. Donc soit désamination oxydative et l'acide aminé va perdre la fonction NH2 et la remplacer par une fonction cétonique, soit au contraire une transamination qui va permettre la fixation de NH2 sur la fonction cétonique ici de l'alpha-cétoacide pour redonner l'acide aminé. Voilà. Alors, toujours dans les réactions ou dans les propriétés liées à la fonction aminée NH2, l'action de la ninhydrine. Alors, c'est quoi la ninhydrine? C'est un oxydant très puissant qui va permettre de reconnaître, de révéler des acides aminés. Il réagit à chaud, en 2 étapes avec les acides aminés. D'accord? Alors, s'il y a un acide aminé, on va obtenir des composés bleus violacés. Et si l'iminoacide, le composé sera jaune orangé. Voici la ninhydrine dont il réagit, dont il s'agit ici, le réactif, plus ici l'acide aminé. On chauffe, présente température ici, on obtient un composé qu'on appelle l'hydrine-dentine. Ici, voilà, et puis ici, on a l'acide aminé qui va devenir non pas un acide, mais un aldéhyde, plus libération d'ammoniac et de CO2. Donc on va carboxyler et on va enlever la fonction NH2.
L'une va se libérer sous la forme CO2 et l'autre sous la forme d'ammoniac et on obtient un aldéhyde ici avec le radical R. Ça, c'est la première étape. Obtention donc de l'hydrine-dentine. Deuxième étape, ce composé, l'hydrine-dentine, formé, il va réagir avec une deuxième molécule de ninhydrine et d'ammoniac pour donner un composé coloré qui sera bleu violacé, qu'on appelle pourpre du Riemann. Voilà pour la ninhydrine. Une autre fonction, toujours une propriété liée à la fonction aminée, NH2, et on va parler de la réaction de Sanger. Alors c'est quoi? C'est le marquage chimique de l'extrémité N-terminale. Par exemple, dans une chaîne peptidique, il y aura un premier acide aminé et un dernier acide aminé qui aura une fonction aminée libre, qu'on appelle un acide aminé N-terminal. On verra ça tout à l'heure dans la structure des peptides. Alors, pour mettre en évidence, pour marquer donc cet acide aminé N-terminal, qui a sa fonction NH2 libre, on va avoir une réaction de Sanger. Alors, c'est quoi? C'est l'action du 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène qui va permettre la formation du dinitrophénylacide aminé coloré, donc 2AB. Et après hydrolyse acide complète de la protéine, on libère des acides aminés et des dinitrophénol acides aminés, acides aminés correspondants aux acides aminés dont les groupes NH2 sont libres dans la protéine. Par exemple, les acides aminés qui ont une place N-terminale. Alors, comment ça va se passer? Par exemple, ici, voilà un acide aminé avec NH2 libre. Cet acide aminé va réagir avec le réactif DNBF, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène, et qui va, dans un milieu alcalin, donner un DNP acide aminé qui est coloré. C'est cette molécule ici, très complexe, point de vue structural, et qu'on peut doser, puisqu'il est coloré, on peut la doser. Toujours dans les réactions, dans les propriétés liées à la fonction aminée, NH2, la dégradation d'Edman. Alors c'est quoi? Le phényl isothiocyanate, qu'on note PITC, qui va réagir avec un groupe amino N-terminal non chargé, APH8, pour former un dérivé cyclique de phénylthiocarbamide. Et après extraction et traitement avec une solution acide, on obtient un phénylthioidentoïne plus stable qui peut être identifié en utilisant une chromatographie ou une électrophorèse. Et cette procédure, elle peut alors être répétée à nouveau pour identifier l'acide aminé suivant. Donc voilà, on aura une chaîne peptidique composée d'acides aminés. Et l'acide aminé, donc, le premier va réagir avec donc le réactif PTC, ou PITC, et on va ainsi obtenir donc un composé coloré aussi, et après on va passer donc au deuxième composé, etc. Voici le peptide, avec un acide aminé N-terminal. D'accord? Il va réagir avec le réactif PITC à pH8. On va obtenir le PTC, le phénylthiocarbamide, qui est cette molécule ici, complexe. Voici notre peptide avec CO et le reste de la molécule ici. Peptide, CO et notre acide aminé qui va se retrouver ici, relié au réactif de départ. Dans un milieu acide, quand on va chauffer, on va casser, on va libérer le peptide et on va obtenir ce composé phénylthioidentoïne qu'on appelle le PTH. Donc, le peptide ici, libéré dans le milieu, et le premier acide aminé qui était relié ici au peptide, c'est lui qui va se lier à ce composé et va se retrouver sous la forme PTH. Et on peut reprendre notre peptide ici, le faire réagir avec le PITC encore une fois, et relier le deuxième acide aminé
libérer le peptide avec maintenant moins le deuxième acide aminé, reprendre le peptide, faire la même chose, réagir avec le troisième acide aminé, etc. Et vous avez compris, ici c'est une dégradation, on dégrade, on enlève chaque acide aminé à la fois, et on peut ainsi reconnaître ou faire l'analyse donc de chaque acide aminé ici qui va être libéré sous forme de PTH. C'est ça la dégradation d'Edman. Reconnaître la place de chaque acide aminé dans une chaîne peptidique. Toujours dans les propriétés liées à la fonction aminée, NH2, la densylation. C'est quoi la densylation? C'est l'action du chlorure de densyle, c'est cette bête ici, cette molécule complexe que vous voyez ici, qui va réagir avec les fonctions aminées, ici des acides aminés, pour donner des sulfonides, des sulfoamides, pardon, très fluorescents. Ils sont 100 fois plus sensibles que la réaction de Singer. Voici les composés qu'on obtient ici. Voilà, qui sont très fluorescents, jaune clair, et que vous allez certainement faire, ou vous aviez déjà vu, dans les travaux pratiques. Toutes ces réactions qu'on a vues, toutes ces propriétés liées donc à la fonction aminée et à la fonction carboxylique, vous les avez certainement fait en TP, sinon vous allez les faire lors donc de l'avancée de votre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.